Alors, pour la question numéro 13, les enfants au potentiel présentent-ils plus de risques de difficultés, voire d'échecs scolaires? Quelles sont les adaptations pédagogiques en faveur de leur réussite à l'école? Et là, je laisse la parole à Nicolas Gaulle. Les enfants au potentiel présentent-ils plus de risques de difficultés ou d'échecs scolaires? Je vais commencer par ça, je vais faire séparément les deux. C'est quelque chose qu'on entend dire assez souvent. En fait, l'histoire qu'on raconte assez fréquemment, c'est que les enfants à haut potentiel, lorsqu'ils sont suffisamment jeunes à l'école élémentaire, apprennent sans travailler et que du coup, ils n'apprennent pas à apprendre et qu'une fois arrivés au collège ou au lycée, quand les exigences ont augmenté, eh ben, les voilà fort dépourvus et du coup, c'est l'échec scolaire parfois, en tout cas des difficultés au niveau scolaire, au niveau des performances. Et cette idée-là, c'est, je pense, le mythe le plus étrange qu'il y a autour du haut potentiel parce que c'est celui pour lequel on a le plus de données. C'est-à-dire qu'on sait que c'est faux. Et je vais vous dire exactement ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est que le QI est un avantage pour les performances scolaires et de manière linéaire. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. On pourrait imaginer que plus de QI, quand on passe de 80 à 100, puis de 100 à 110, de 110 à 120, ce soit à chaque fois un avantage et que ça permette d'avoir de meilleurs résultats scolaires. Mais qu'au bout d'un certain temps, par exemple à 120 ou 130, pourquoi pas, comme ça a l'air d'être le cas pour la créativité, un excès de QI ne soit plus intéressant et qu'on ait une sorte d'effet plafond. Ça, ce serait une possibilité et ce n'est même pas ce qu'on observe. Donc, encore moins, évidemment, on observe encore moins une chute des performances scolaires au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire que quand on passe de 130 à 140, ce n'est ni neutre ni négatif. À 140, on a des meilleures notes en moyenne qu'à 130. Évidemment, tout ce que je vous dis, c'est toujours pareil en sciences humaines, c'est plein d'exceptions, hein, mais je vous donne simplement la tendance et la loi générale. Et comme je disais tout à l'heure, avant de commencer tout ça, on a des données considérables sur des millions de personnes. C'est-à-dire que pour des millions de personnes, on connaît le QI et tous les résultats scolaires. En France, on fait, grâce au ministère de l'Éducation nationale, régulièrement des enquêtes de grande ampleur. Il y en a une en 1965, si je me souviens bien, sur 126 000 élèves, une en 2007 sur 35 000 élèves. Et on n'est pas du tout originaux en France, ça se passe de la même manière dans le monde entier. Et c'est grâce à ça qu'on a des données comme ça considérables qui nous permettent de savoir que les performances scolaires augmentent avec le QI, et là vous avez en 3 points résumé les détails, de la maternelle jusqu'à l'université. Donc il n'y a pas ce retournement dont on parle parfois au collège et au lycée. Sur tout le spectre des QI, c'est-à-dire que même passer de 155 à 160, ça donne encore un avantage. C'est vraiment quelque chose de linéaire. Et dans toutes les disciplines, c'est plus ou moins lié selon les disciplines, mais en gros, toutes les disciplines sont moyennement corrélées au QI, les scores dans toutes les disciplines, sauf l'éducation physique et sportive où la corrélation est à peu près nulle. Mais même avec l'éducation physique et sportive, on n'a pas un retournement de la situation, c'est-à-dire que le QI n'est pas un handicap pour faire du sport. Voilà, je vais passer sur les autres critères juste très rapidement pour vous dire qu'on n'étudie pas que la performance scolaire, mais que d'autres critères comme la satisfaction à l'école et l'ennui ne semblent pas être liés négativement au QI non plus. C'est-à-dire que les hauts potentiels ne sont pas, ou très peu, ça, les études divergent un peu, mais si c'est le cas, c'est très peu, moins satisfaits de leur environnement et ils s'ennuient autant que les autres. Ils s'ennuient simplement pour des raisons différentes. C'est-à-dire que les hauts potentiels disent qu'ils s'ennuient parce que c'est trop facile, et les autres ont plein de bonnes raisons de s'ennuyer différentes, mais le niveau global d'ennui est à peu près le même. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi on ferait quoi que ce soit pour les élèves au potentiel puisqu'ils se portent si bien à l'école. Et la réponse tient en 3 points, parce qu'il y a au moins 3 réponses possibles, 3 raisons possibles de vouloir faire quelque chose pour les élèves au potentiel et considérer que ce sont des élèves à besoins spécifiques. Première raison qui est surtout avancée en France et assez peu dans le reste du monde, c'est que certains élèves à haut potentiel vont mal, souffrent de l'école, ça c'est un fait. Alors, et par exemple, Katia parlait tout à l'heure des doublements exceptionnels qui ont à la fois un haut potentiel et un trouble associé, et eux peuvent évidemment avoir beaucoup de difficultés. Certains sont en échec scolaire, effectivement, et donc pour eux, évidemment, ça peut être intéressant de faire quelque chose. Mais de façon plus générale, même ceux qui n'ont pas un trouble particulier ou une difficulté particulière
On peut vouloir les aider pour eux ou pour la société. Et ça, c'est les deux raisons qui sont le plus souvent avancées ailleurs qu'en France. C'est-à-dire, du point de vue de l'élève, c'est de dire il faut les aider parce que dans le cursus ordinaire, certes, ils vont s'en sortir, mais ils ne vont pas réaliser pleinement leur potentiel. Et pour la société, ça consiste à dire ce serait dommage de ne pas développer au maximum les talents dont on dispose dans les écoles, les collèges et les lycées chez nous. Voilà les trois raisons, disons, qui sont souvent avancées pour faire quelque chose. Donc, je vais très vite vous dire ensuite ce qu'on peut faire en un mot ou deux. Il y a deux niveaux, on pourrait dire. On peut faire quelque chose dans la classe grâce à la différenciation, donc en adaptant l'enseignement pour qu'il soit adapté à chaque élève avec leurs différences. Et si ça ne suffit pas, quelque chose qui requiert un peu plus d'organisation à l'extérieur de la classe, au niveau de l'établissement, ça consiste à faire par exemple des regroupements qui consistent à mettre ensemble des élèves qui ont des profils identiques ou similaires. Et donc, par exemple, on peut faire des regroupements en mettant ensemble les élèves au potentiel. Il y a aussi des programmes d'enrichissement qui permettent de réaliser le programme ordinaire avec les élèves au potentiel, mais en rajoutant quelque chose en plus pour les nourrir, parce que l'idée, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment nourris avec l'école ordinaire. Et puis, tous les programmes d'accélération qui consistent à faire le même programme, mais en plus vite. Et la méthode la plus simple pour accélérer, c'est de sauter une classe. Voilà. Et ça fait partie, mais il n'y a pas que ça, de tous les systèmes d'accélération. Alors, merci Nicolas.